m'appelle Julien Morissette, je suis directeur artistique de Transistor Média et cofondateur du Festival La Radio Numérique, un événement annuel lancé en 2017 à Gatineau. Cette année, notre programmation a été présentée par Amazon Music, que je tiens à remercier pour son appui au FRN. On a 4 tables rondes à vous proposer en rattrapage, tout enregistré le 28 avril 2023 au Centre culturel du Vieux-Elmer à Gatineau. Je laisse la parole à Daniel Coutu, producteur télé-gatinois, qui a animé ce panel sur le balado jeunesse. Merci beaucoup de l'invitation, c'est vraiment cool. C'est vraiment un honneur de pouvoir fouler les planches du Festival de la Radio Numérique. Je m'appelle Daniel Coutu, je suis plein d'affaires, président, directeur artistique chez Prestigo Univers Jeunesse. On se spécialise dans le contenu jeunesse multiplateforme, on fait de la TV, on fait des spectacles, mais surtout on essaie de faire le maximum de joie pour que ça ait une résonance positive chez les enfants. J'étais bien excité quand Julien m'a proposé d'animer ce panel-là parce que j'ai le goût qu'on parle de balado, j'ai le goût qu'on parle de balado pour les enfants parce que l'angle dans lequel on peut en parler, puis les infos qu'on va chercher, puis la façon dont on utilise les balados chez les enfants, c'est différent, je pense. Puis il y a plein de belles perles, de trouvailles. Puis pour en jaser avec moi aujourd'hui, on a 3 invités. Puis by the way, c'est la première fois que j'anime un panel. Fait que je sais pas s'il y a des codes, je sais même pas s'il faut que je sois assis déjà. Tu sais, déjà, moi j'angoissais, j'arrive-tu assis? Moi, je vais m'asseoir, voilà. Me voici assis, mais là, je bloque l'entrée. Attends, je vais... On a fait... c'est René Richard Cyr qui fait la mise en scène, on le salue. Donc, allons-y avec... puis là, venez me rejoindre, on les applaudit, venez me rejoindre, je vais tout vous présenter en même temps, on les applaudit, nos panélistes. Tu vois, je sais même pas s'il faut les présenter une par une normalement dans le code. J'ai pas lu le guide. Asseyez-vous déjà. Regarde ça, ça change de place. C'est excitant. C'est organique. Il y a plein de choses que vous voyez pas, ceux qui sont sur le fil RSS. Alors, ce que vous venez de voir, c'est des gens qui changent de place sur un sofa. Alors, c'est comme de la vidéo description en même temps. Allô? Bonjour. Allô? Êtes-vous excité? Oui, hein? Non, mais c'est excitant. C'est-tu votre premier panel sur la balado jeunesse? C'est-tu la première fois que ça arrive dans votre vie? Oui, c'est pas mon premier panel sur la balado, mais jeunesse, oui. Fait que c'est comme une première. J'aimerais ça qu'on applaudisse à ça. Tu sais, fait que... Bon, voilà. Et vous, est-ce que c'est la première fois que vous assistez à un panel de balado jeunesse? Bon, hey, on s'applaudit. Tu vois, on détruit les codes du panel. On applaudit à tout rompre à chaque question. Alors, je vous présente nos invités. Elle s'appelle Prune Lieutier. Est-ce que je le dis bien? Oui. Prune Lieutier, vous êtes cofondatrice de La Puce à l'oreille. C'est quoi ça, La Puce à l'oreille? La Puce à l'oreille, c'est un studio, c'est une OBNL québécoise qui se spécialise dans la production de podcasts pour enfants, de balados pour enfants. On travaille en production avec des musées, avec des diffuseurs comme Télé-Québec, avec différents partenaires. On fait de la médiation aussi, donc on va dans les écoles, dans les bibliothèques pour apprendre aux enfants à créer. Et puis on travaille à créer de la balado. Wow. Et puis depuis très très peu de temps, on fait aussi de l'audio interactif. Donc on travaille en reconnaissance vocale, on développe des produits imprimés qui travaillent avec une application pour utiliser du balado de manière interactive. Voilà. Donc on s'amuse bien toujours pour le jeunesse, avec une vision très large jeunesse, donc des petits jusqu'aux ados, même si on fait beaucoup moins d'ados parce qu'on est terrifiés par les ados. Nous le sommes tous. Merci, Prune. Elle s'appelle Élodie Gagnon. Elle est présidente et productrice exécutive. Mais on en a jasé. Elle est cofondatrice, productrice exécutive. Écoute, on s'ostinait backstage pour savoir le lâcher le productrice exécutive. Là, c'est ça. Mais je l'ai dit pareil parce que ça me fait sourire. De chez Récréation. Bonjour. Allô. Alors, parlez-nous un petit peu. Parle-nous, on se tutoie. Parle-nous un petit peu de Récréation. Bien, en fait, c'est un studio que j'ai cofondé, mais qui, à la base, était à l'intérieur d'une boîte de prod télé qui s'appelle Blimp. Et donc, on l'a roulé pendant 4 ans. Moi, mon gros leitmotiv, quand je l'ai parti, la seule condition pour le partir avec quelqu'un d'autre, une boîte de prod télé, c'est du monde d'audio seulement qui vont travailler dans cette division-là parce que je trouvais ça important que ce soit des gens qui comprennent le médium, qui le connaissent bien. Puis on l'a fait pendant 4 ans. Puis là, depuis quelques mois, j'ai racheté Récréation. Je l'ai sorti. Alors voilà, maintenant, c'est mon bébé. Vous êtes dans les fusions-acquisitions maintenant. Fusions-acquisitions. Mais en fait, on est une boîte généraliste dans le sens qu'on fait de tout. Alors, contrairement à La Puce à l'oreille, on n'est pas spécialisé en jeunesse, mais ça a donné qu'on a fait beaucoup de jeunesse par intérêt, par plaisir. Puis je dirais que nous, c'est ce qu'on aime faire à Récréation, c'est vraiment apporter une plus-value créative à tous les projets. Fait qu'autant que ce soit des projets avec diffuseurs ou des projets corporatifs aussi, l'important, c'est vraiment qu'on apporte quelque chose, que ce ne soit pas juste
un balado pour un balado. On veut vraiment, c'est ça, crafter le contenu pour qu'il y ait quelque chose vraiment qui soit adapté au balado puis qui soit créatif. Oui, puis ce que vous faites en grand public vient bonifier aussi votre expertise quand ça vient de temps du jeunesse, nécessairement. Complètement. Puis on a vraiment touché à tous les publics en jeunesse, des tout petits, à partir de 2 ans jusqu'aux ados, qui sont terrifiants, mais qui sont quand même le fun à servir. Moi, j'en ai 2, fait que tu sais, j'ai les 2 cobayes à la maison. J'embarque là-dedans. Fait que ça, c'est pratique. Le mot terrifiant est très, très bien choisi. Alors, non, je les aime, d'amour. Julie de Rome, chef de contenu chez Télé-Québec. C'est quoi ça, Télé-Québec? Télé-Québec, c'est quoi? Alors, il y a le Québec, la province. Mais Télé-Québec, diffuseur public. Est-ce qu'il y en a qui connaissent pas Télé-Québec? Ben non, je pense pas. Jeanne Dompierre connaît pas Télé-Québec. On va lui demander de quitter, s'il vous plaît. Ah, vous travaillez chez Télé-Québec? Oh, oui. OK, fait que vous avez amené une crew pour vous applaudir. Moi, j'ai mon équipe, là, j'ai mes cheerleaders. C'est bien le fun. Ben là, bonjour. Toutes de Où Montréal sont les pom-poms? Ça n'est pas avec les accessoires, on fait de l'audio, Julie. Oui, on se le rappelle. Oui, parce qu'on fait de la télé majoritairement, et effectivement. On a une grande partie de notre production, de notre diffusion qui est destinée à la jeunesse. On couvre tous les âges, même les ados, mais de façon différente. Et puis au niveau balado en jeunesse, moi je suis chef de contenu, donc je chapeaute des projets jeunesse. Et quand est venu le temps de s'intéresser à la balado, j'ai levé la main et on m'a désignée comme étant celle qui allait s'en occuper. Et je suis contente. Donc c'est cool. Oui, les balados jeunesse on en a produit quelques-uns. On va continuer à en produire. On en produisait déjà pour le grand public, mais il y a 1 an, on s'y est mis 1 an et demi environ. Puis, on veut poursuivre en ce sens parce que ça remplit notre mandat. Bien, c'est ça, il y a un mandat éducatif et culturel Exactement. Chez Télé-Québec. Puis la balado, c'est un outil de plus pour remplir votre mandat d'une certaine façon. Tout à fait. Hein? On parle d'outils pédagogiques, même si Télé-Québec n'est pas nécessairement toujours pédagogique. Là. On aime bien le mot ludo-éducatif. C'est beau, ça. Oui, c'est beau, hein? C'est porteur de sens. Parlons-en d'outils pédagogiques. Puis Mais en fait, j'aurais le goût de nous lancer en même temps sur les différentes façons d'utiliser la balado, de la distribuer, de la diffuser, puis en quoi elle résonne chez les enfants. Avec une statistique intéressante, il y a l'Observatoire Technologie Média Junior du Canada qui a fait une étude qui a été parue en août 2022 qui a dit au Canada, c'est 1 enfant sur 8 qui affirme avoir écouté une balado dans le dernier mois, ce qui n'est pas peu, hein, c'est intéressant comme donnée. Au Québec, on est un petit peu à la remorque ou un petit peu en retard, si on peut dire ça comme ça. C'est 1 enfant sur 11, 1 enfant sur 12. Vous réagissez comment, cette statistique-là? Vous êtes étonné ou ça confirme ce que vous voyez sur le terrain? Ben oui, ça confirme. Le balado, en fait, ça va, on s'en parlait un peu plus tôt, ça va avec l'offre. Il y a, au Canada, anglais, en Amérique du Nord, anglais, l'offre est tellement grande qu'effectivement, si un enfant s'intéresse à la balado, il plonge dans un univers où il va avoir une très, très grande offre. Puis il y a peut-être puis ça fait boule de neige, donc plus il en consomme, plus il connaît le médium. Alors qu'ici, on est encore au niveau un peu de l'éducation à ce médium-là. Oui, puis moi, je compare souvent le balado jeunesse au disque qu'on a. Mon Dieu, ça trahit un peu mon âge. Est-ce que je suis la seule qui écoutait des petits disques? Là? En vinyle ou en disque compact? Non, même pas en disque compact, en vinyle, mais c'est des petits pour enfants. Bref, Walt Disney en avait, le flic-clochette, puis là, tu tournais la page. Pinocchio, puis là, avec la petite clochette, bing, tourne la page. Exactement. Pierre et le loup, mais ça, c'était un vrai gros vinyle. Oui. Mais bref, tout ça pour dire que moi, j'adorais écouter ça. Je trouvais ça tellement fantastique. Puis pour moi, le balado, c'est un peu ça, le balado jeunesse. Or, quand on était petits et on écoutait des vinyles, c'était nos parents qui connaissaient déjà bien le médium du vinyle, qui avaient des tables tournantes, qui les achetaient, qui nous les faisaient consommer. Là, le problème, c'est qu'on demande à des gens, parce que c'est rarement les enfants par eux-mêmes, surtout les tout-petits, qui vont choisir des balados. Donc, il faut que ça passe par les parents et il faut que les parents connaissent bien le balado. Puis ça, c'est encore à faire, c'est encore un défi. Donc, l'éducation à la balado dans un contexte où on peut se servir de la balado comme moyen d'éducation. D'ailleurs, on se rend compte que les profs, les enseignants, enseignantes sont des très bons ambassadeurs de la balado en classe. Ils vont utiliser ces ressources pédagogiques-là dans leur cadre, dans leur projet pédagogique. Donc, soit pour avoir un temps calme avec les enfants, soit pour l'utiliser vraiment dans le cadre d'une séquence pédagogique et développent
finalement, par le même fait, des habitudes d'écoute chez les enfants qui ensuite rentrent c'est chez intéressant, eux, font demande à leurs parents d'écouter de nouveaux balados, puis après, ils font comme tous les enfants pénibles qui vous demandent de lire 20 000 fois le même livre, ils vont l'écouter 20 000 fois. Mais ça, on commence à entretenir des habitudes d'écoute assez régulières, voire quotidiennes. Mais souvent, les profs sont des bons moyens d'entrée. C'est ça, c'est Dans des cette ambassadeurs. consommation-là. d'une Ils certaine en façon. demandent aussi. OK. Nous, avec Télé-Québec en classe, on rencontre les professeurs et ils nous en demandent. On a une plateforme Télé-Québec en classe qui est destinée aux enseignants, aux parents qui font l'école à la maison, aux professionnels de l'éducation. Et ils le disent, le contenu audio, ils en ont des écrans dans les écoles. Puis je pense qu'à un moment Ouais, donné... le tableau interactif, Oui. les iPads, les iPods. Puis en plus, à un moment donné, c'était comme une mode aussi de dire si on veut stimuler les enfants à mieux apprendre ou quoi que ce soit, là, ils ont fait rentrer plein d'écrans. Les études sont sorties. Ils ont fait rentrer ressortir la les écrans. bête, oui. Oui, ils ont fait rentrer la bête. bête. Puis l'audio répond donc à ce besoin-là de revenir à quelque chose où les enfants ne seraient pas devant un écran. Surtout finalement. quand on parle des Ouais. tout-petits. On parle des tout-petits, mettons, les 3-5 ans, là, en maternelle 4 ans, à la garderie, à la maternelle aussi. C'est intéressant de voir que le balado peut être utilisé comme... On parlait d'outils pédagogiques. On en a développé un balado, par exemple, Mon ami Bulle, Oui. où ce qu'on fait, c'est qu'on demande à l'enfant de réagir et on fait appel à l'imagination du tout-petit. Il écoute, il entend, il a envie de réagir. En fait, là, c'est une belle façon de faire développer des compétences autres que par Stimuler la l'écran. créativité, Oui. parce que moi, Oui. les yeux, c'est un peu comme la lecture finalement, c'est-à-dire où on doit imaginer les décors, on doit imaginer les personnages, l'humanité qui se cache derrière les personnages. L'audio fait ça d'une certaine façon. Puis c'est facile pour les profs, c'est-à-dire que les profs sont déjà débordés, avec peu de moyens, ça ne demande pas une grande littératie numérique pour utiliser du balado, ça ne demande pas une formation, ça ne demande pas de passer des heures et des heures et des heures à chercher du bon contenu dès lors qu'on a des plateformes de curation comme Télé-Québec en classe, par exemple. Donc, c'est un moyen d'entrée facile pour un prof dans un nouveau type de média sans avoir besoin de passer 4 heures à explorer des applications dans l'App Store. Absolument. Puis là, ça va avoir l'air arrangé avec le gars des vues, mais justement, le projet Bulle et moi, on a un extrait. Dépose sur le tapis de la caisse les légumes qui sont dans le panier. Les légumes. Et toi, est-ce que tu connais un légume? Lequel? Les légumes. Ah! J'ai des carottes, un poivron et une courge. Bravo, Momo! Bravo! Là, les Juliens peuvent applaudir. Après un extrait, on applaudit. C'est comme un code. Dans un panel, on applaudit après l'extrait. Puis, vous avez développé aussi des contenus pour les 9-12 ans. Ça, là, on vient d'entendre un contenu pour les 6-8 ans. C'était pour les 3-5 ans, C'est pour celui-là. Je m'excuse. Mais Ça, celui-là, c'est pour les 3-5 ans. On a développé des contenus pour presque tout. À Télé-Québec, on divise les contenus en jeunesse. Les publics ne sont pas les mêmes. Un 3-5 ans n'est pas la même chose qu'un 6-8 ans, qu'un 9-12 ans. Puis là, après, les 13+ aussi, ce sont des extraterrestres, à la limite. Donc, oui, on développe des contenus qui sont vraiment spécifiques au groupe d'âge. Avec Mon ami Bulle, on était destiné aux préscolaires. On a eu Ça me raconte aussi, qu'on a fait ensemble avec Élodie. Et pour les plus vieux, oui. Pour les 6-8 ans, on a développé, entre autres, une production qui s'appelle Les Rôtis Mystères. Oui, dont nous avons un extrait. On a un extrait. Incroyable. Un dictaphone, ça sert à enregistrer n'importe quoi. Ça sert à enregistrer n'importe quoi. Ah! Je peux enregistrer des notes d'enquête, des interrogatoires, des trucs suspects. Mais c'est pas tout. Quand je l'ai trouvé, il y avait un message dessus. Ça dit quoi? Écoute. Chers super détectives, super secrets, rendez-vous aux 3 livres pour découvrir votre nouvelle mission à la page 88 du guide du parfait espion. Je compte sur votre discrétion. Déjà, on entend une différence dans le jeu des comédiens, C'est pas du tout dans la même l'ambiance, chose. dans l'approche, dans le rythme aussi. Pourtant, c'est le même réalisateur, les deux. Francis qui est ici avec nous. Puis là, En fait, à peu près tous les extraits qu'on va faire jouer aujourd'hui, c'est Francis qui s'appelle.
Il a commandité le panel. C'est ça, exact. Merci d'être là. Merci de. Mais c'est ça, on parle pas réalisateur. sur le même ton à un tout petit, Clairement. à un plus grand. Avec Rôti Mystère, on avait envie de leur faire vivre une aventure, qu'ils puissent se l'imaginer, puis qu'ils puissent essayer de deviner en même temps qui est le coupable. Il y avait vraiment c'est une fiction audio, carrément. Puis pour les 9-12 ans, parce qu'on est là-dedans, je suis curieux déjà d'aller, vu qu'on vient tout juste de les attendre. Ah, là, on est ailleurs. Là, on est ailleurs. Louis, t'es un sauveteur de piscine. D'accord, je sauve des piscines. Oui, tu sauves des piscines en détresse. Une piscine qui s'assèche. D'accord. T'es un sauveteur. Oui. Et Marie-Soleil, t'es une petite tannante sur le bord de la piscine. Casting parfait. Alors, quand vous voulez, puis moi, je m'occupe de la petite cloche. Hey, on mange pas de la gomme sur le bord de la piscine, là. On mange pas de la gomme sur le bord du gazon. On mange pas des citrons sur le bord de la piscine. J'ai le droit de manger des citrons si je veux. Ben. Moi, ça me fait rien. Je trouve même pas ça en moi, regarde. Bravo, on applaudit. Mais on est ailleurs. On applaudit. Mais c'est super intéressant parce que le niveau de langage, encore là, on est beaucoup plus dans quelque chose de commun. On est dans du vrai. Puis plus, j'imagine que pour les ados, tu sais, quand on va se rendre à du 13-17, plus on est, dans le fond, plus on est vrai. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Plus on a un ton qui est dans lequel l'enfant ne ressent pas le personnage, mais beaucoup plus l'animateur et tout ça. C'est une observation. Là. Ça dépend si un animateur. Si on fait de la fiction, par exemple, c'est des personnages, puis il faut qu'ils soient capables de s'identifier, de se transposer dans les personnages. Donc, un langage qu'ils reconnaissent, des personnages aussi avec des archétypes qui leur ressemblent, un langage qui leur ressemble. Puis ça, c'est pas évident parce qu'on peut pas utiliser de sacre. Non. Bon, non, mais sérieusement. Non, mais bref, dans le sens, c'est vrai qu'il y a quand même cette difficulté-là. Tu sais, les ados sont très sensibles au code justement de ce qui les reconnaît. Donc, il faut vraiment, tu sais, on marche sur une ligne fine. Avec les enfants, je trouve que c'est les plus petits, c'est plus facile, mais les ados, c'est Ma fille récemment me disait même, là, je travaille sur un projet, tu sais, on voudrait vraiment que, tu sais, ça a l'air cool, puis tout ça, puis là, elle a fait... Mais c'est ça. Elle dit, papa, essaie pas de l'air cool, sois cool. Là, j'ai fait que l'authenticité est tellement importante à cet âge. C'est un peu le danger avec les ados, c'est-à-dire qu'effectivement, t'as toujours l'impression que tu vas être celle qui arrive en disant on va être sur Toc Toc, tu sais, quand même, une espèce de truc. Ouais. T'as vraiment l'air super Brune, faut qu'on se parle. Mais c'est ça, t'as vraiment l'air de ça, genre, alors les jeunes, tu vois. Toc Toc Toc, ils écoutent pas ça. Marche pas. TikTok, oui. Mais du coup, c'est ça que je veux dire, c'est que tu veux surtout pas avoir l'air de ça. Tu veux surtout pas avoir l'air de la personne qui veut faire jeune et qui a absolument pas les codes. Nous, quand on fait du documentaire pour les ados, on travaille avec des ados ou avec des très jeunes adultes. On les implique dans la production, dans l'écriture, dans la réalisation. Parfois, on a fait un projet avec Ubisoft Éducation qui s'appelle Les Jeunes Décodent sur un journalisme de solutions autour des nouvelles technologies. On a travaillé avec des jeunes cégepiens pour des ados. On avait quasiment envie de leur dire, bon, mais débrouillez-vous, on vous laisse dans une pièce. Ouais. On va voir ce qui en sort. Mais pour nous, c'était la manière de faire du documentaire la plus appropriée pour s'assurer justement de ne pas avoir l'air d'être sur Toc Toc. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment important pour nous. Puis le développement de public, je trouve que c'est une bonne façon de développer le public, de les faire participer à la création, d'être partie prenante dans le... Tu sais, de dire, on va faire des brainstorms pour voir de quelle façon, de quoi vous avez le goût d'entendre parler, quel genre d'histoire vous appelle. Je pense que de les impliquer, ça permet de développer le public. Mais y a-t-il d'autres façons aussi? Chez Télé-Québec, entre autres, quand on dit développement de public, c'est quoi... Quel genre de stratégie ou quel genre de réflexion vous avez sur ça? Bien, on essaie le plus possible de trouver pour chacune des cibles ce qui peut les intéresser, les stimuler, puis les initier au genre du balado. Je reviens un peu sur le dernier extrait qu'on a entendu, c'est « Peut contenir des traces de blagues ». C'est un balado d'improvisation, de jeu d'improvisation. Bien, l'humour est une façon d'aller rejoindre pas juste les enfants, parce que les 9-12 ans peuvent être en situation familiale lorsqu'ils écoutent un balado. Donc, ce type de balado peut être écouté en famille, parce que je suis convaincue que vous pourriez aller écouter les épisodes et rire comme moi j'ai pu rire. Là. C'est vraiment très drôle. Alors, comment on le fait? On le pense en termes de c'est quoi le message, c'est quoi la thème, le sujet qu'on veut aborder avec cette cible-là particulièrement.
Avec Mammouth, on C'est l'a comme une fait, règle générale en comme tu dis. marketing. Plus on investit sur le produit, plus on veut faire le meilleur produit possible. Après ça, le public vient de lui-même d'une certaine façon. Oui, parce c'est que très, non, très ben là, bon, ça on peut attire. parler de découvrabilité tout de Ouais, ben suite. c'est là, ça. parce Ouais, que- ben je suis curieux de vous entendre là-dessus parce que à un moment donné, tu te dis, ben si on fait un très bon public, ils vont se pointer à la barrière avec leurs billets puis ils vont avoir le goût de Il faut être sur le l'écouter. chemin des Il faut être sur le chemin. utilisateurs. C'est le nouveau... Le parcours de découvrabilité. Oui, mais il Parlons-en faut être du sur le parcours. chemin de l'utilisateur. Donc, effectivement, il ne faut pas juste dire, OK, j'ai un balado pour les jeunes, ils vont l'aimer, je vais le mettre sur ma plateforme, ils vont venir l'écouter. Non. Il faut Faut qu'ils s'en réfléchir. fargent dedans, Oui, d'une mais certaine façon. par l'école, on l'a dit Ben, tantôt. oui, mais c'est ça que j'allais dire. Sincèrement, la plateforme de Télé-Québec en classe aide beaucoup parce que c'est une plateforme accessible aux professeurs. Corrige-moi, je me trompe, Julie. Mais ça fait en sorte que les professeurs découvrent, puis ça revient à ce que tu disais, Prune, tout à l'heure, c'est que ça passe beaucoup par les adultes, entre autres les professeurs qui découvrent les contenus. Puis pour parler, puisqu'on parlait des ados, nous, on a fait un balado qui s'appelle Summer Heartbeat. Oui. C'est en fait pour aider les jeunes à apprendre l'anglais. OK. Puis, justement, je reviens avec cette idée de, tu sais, comment, là, au début, tu te dis, tu sais, il ne faut pas leur faire un cours d'anglais. Fait qu'évidemment, il ne faut pas que ça ressemble à un cours d'anglais, mais il faut qu'ils puissent apprendre dedans. Puis la façon dont on a fait ça, c'est qu'on a imaginé une histoire, en fait, un jeune francophone québécois, une jeune anglophone ontarienne qui se rencontrent dans un camping avec leurs parents respectifs. Et le balado commence, ils retournent chez eux, c'est l'été. Lui, il a... Ben, je vais le mettre en contexte, sinon vous allez peut-être pas comprendre. Lui, il a coulé son anglais de secondaire 3 basé sur l'expérience de mon fils, c'est ça. Tu sais, quand tu as des ados, ça marche super bien. Bref, il fallait qu'il prenne des cours d'été. Oui. Ouais. Non, lui, il serait pas content que je dise ça. Il a presque coulé son anglais de secondaire 3. Bref, tout ça pour dire qu'il doit prendre des cours d'été. Et là, il utilise cette excuse-là pour reprendre contact avec l'anglophone ontarienne parce qu'elle lui était tombée dans l'œil, il est gêné, il sait pas comment. Et donc, tout l'été, il va lui demander son aide pour faire ses travaux, puis là, ça va se développer. Puis voilà, c'est une belle histoire d'amour à distance. Ah, c'est très beau. Puis est-ce qu'on écoute un extrait? C'est la bande-annonce, en fait. Oui. Hello? Flora? It's me, Xavier. Have you listened to the new podcast? You mean Summer Heartbeat? No, not yet. Is it good? It's amazing. You'll find everything about last summer. The camping site, my summer English class, your activism. Our misunderstandings, your shyness, and your little secret? It's not a secret anymore. It's in episode 5. Wait, which one are you talking about? Never mind. Where can I listen? On Télé-Québec en classe platform. You can listen to the whole series of 8 episodes in one night. They're only a few minutes each. Is it true that they use binaural sound and some special music? Yep, and it's pretty cool. Perfect for your big break at the end. What big break? Oh, you're talking about the... Shh, no, they don't know yet. Let them find out by themselves. Who are you talking about? The listeners. But do you think we were doing that just for us? Come on, our story is too good to hide. Yeah, right. Summer Heartbeat, mesdames, messieurs. Thank you for partaging this with us. Ben, ça, c'était très drôle parce qu'il fallait que le jeune acteur parle de mieux en mieux anglais. Oui. Fait que quand tu l'écris, tu sais, il faut que tu réfléchisses à un mauvais anglais au début, plein d'erreurs. J'aurais pu être consultant là-dessus. Ouais. Ouais, plein d'exemples, c'était parfait. Mais c'est deux jeunes ados qui jouent les deux acteurs principaux, puis ça marche, on y croit, parce qu'ils sont eux-mêmes... Parce qu'ils sont eux-mêmes ancrés dans cette vérité-là. Et souvent, ils nous réécrivaient au moment même où on les enregistrait, tu sais, non, on dirait pas ça comme ça, non. Puis un balado comme celui-là, on parle de Télé-Québec en classe, puis je nous fais revenir un petit peu sur le thème de la découvrabilité, parce que c'est une question qu'on s'est posée lorsqu'on s'est rencontrés un petit peu avant, c'est est-ce que pour que nos œuvres de fiction audio, animation, podcast, tout ça, est-ce qu'on veut qu'ils soient sur des plateformes de type Télé-Québec en classe ou on veut également se retrouver sur des plateformes plus généralistes ou accessibles, par exemple des Amazon Music ou des YouTube. des YouTube. Oui, YouTube, beaucoup, on s'entend, Spotify, etc. On se positionne où là-dedans comme
est-ce qu'on nourrit, entre guillemets, la bête ou est-ce qu'au contraire, on se donne des portes d'entrée de plus? En fait, on fait les deux. On nourrit la bête et on se donne des portes d'entrée de plus. Alors oui, nous, nos déclinaisons balado sont disponibles sur Spotify, sur iTunes, sur notre propre plateforme en ligne sur le web, mais c'est pas une application, c'est pas... Alors, c'est certain que la diffusion, l'accès au balado est encore, c'est encore à construire et à développer. De notre côté, on est aussi partout, c'est-à-dire on investit le plus possible, le plus de plateformes possible. Puis on se dit qu'on a été aidé d'ailleurs par Véronique, Marino et André Harvey pour la découvrabilité, qui nous ont conseillé d'être le plus possible, le plus de plateformes possible. Mais ça comprend aussi Wikimedia, Wikipédia, etc. Absolument. Et par ailleurs, nous, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle, alors c'est un terme un peu pompeux, mais qu'on appelle nous la découvrabilité croisée, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup en partenariat avec d'autres industries jeunesse, notamment la littérature jeunesse. Okay. Donc, on a développé une grosse série d'une 50aine de contenus en lien avec des albums de fiction, ce qui nous permet d'être sur des plateformes de vente de livres, genre la libraire.ca, on a des players qui remontent. On est en librairie, puisqu'on a des stickers, on a des signés, on a des affiches, on est en bibliothèque, on a des espaces d'écoute en bibliothèque. Donc, on va chercher les publics jeunesse là où ils sont. Et donc, c'est notamment ces lieux-là de découvrabilité un peu spontanée du contenu jeunesse. Et par ailleurs, c'est un peu l'objectif aussi avec le projet d'affiches audio amplifiées sur lequel on travaille aujourd'hui, qui sont des affiches qui vont être produites. Alors, c'est une coproduction. On a le lead sur ce projet-là, en partenariat avec 6 partenaires lieux culturels, les musées québécois. Donc, c'est des affiches où, par la reconnaissance vocale, l'enfant rentre dans un jeu exploratoire dont vous êtes le héros audio. Mais ces affiches-là, elles sont illustrées, elles sont vendues en librairie par notre partenaire Québec-Amérique. Elles sont distribuées dans les collectivités, les écoles, les bibliothèques, en France, au Québec. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de dire, je découvre le contenu audio parce que je me suis baladée en librairie ou à la bibliothèque de mon école et j'ai découvert un super truc et ça me fait découvrir d'autres choses. Et par ailleurs, côté numérique, c'est j'écoute un balado, ça me fait découvrir un album que j'adore. C'est ça, c'est donc, que c'est vraiment travailler d'une certaine façon. Exactement. Puis les liens entre la balado et le milieu de l'édition, on les voit beaucoup. Là. Il y a beaucoup de balados qui sont inspirés de propriétés littéraires, de livres qui existent, notamment. Je pense que vous avez des projets en ce sens chez Récréation aussi. Puis l'idée derrière ça, c'est est-ce qu'on réfléchit la balado comme moyen de faire la promotion de quelque chose en jeunesse ou est-ce qu'on réfléchit la balado comme une destination? Je pense que ça fait partie de la manière qu'on s'est posé la question du numérique en lien avec la télé, par exemple, il y a quelques années. C'est ça, il y a des liens forts aussi avec les propriétés télé. Oui, absolument, mais c'est super intéressant. Puis moi, je crois très fort à la force d'un univers narratif qui est super riche, avec plusieurs points d'entrée différents, qui apportent une expérience différente. Nous, quand on fait du balado, on avait des albums, c'est du document. On vient pas transposer ou refaire la même chose en audio. On vient compléter l'expérience. On trouve aussi, en l'occurrence, quand on parle de jeunesse, nous, et puis je dis nous, je nous inclus les trois, je pense, là-dedans, c'est super important pour nous de donner l'envie de découvrir du nouveau contenu et l'envie de lire et l'envie d'avoir du plaisir à lire. Donc, si rentrer par le balado dans un univers littéraire, c'est aider au plaisir de lire, c'est fantastique. Si c'est rentrer découvrir un nouvel univers imaginaire, c'est fantastique. On s'en fout, en fait. Ce qu'on veut, c'est qu'ils se baladent dans les univers. D'autant plus que la balado n'est pas un livre audio. Non. Je savais. C'est pour ça que j'ai regardé Elodie, parce que je savais que ça... On en a parlé, déjà. Mais dis-moi en plus. Ben, j'ai rien contre les livres audio. Au contraire, j'adore, mais c'est juste que effectivement, il y a un peu un malentendu. Un livre audio, donc, c'est qu'on reprend un texte littéraire qui existe et on le prend, on l'enregistre tel quel. On peut faire une conception sonore folle en arrière, mais c'est le texte tel qu'il est. Et à la base, il a été écrit pour être lu et non pour être écouté. Puis sincèrement, il y a une grosse différence. Un balado peut partir d'un texte littéraire, mais il va l'adapter, c'est-à-dire qu'il va le rendre plus oral, parce que le balado, c'est ça, c'est l'oralité. Puis c'est pas vrai que quand tu écris en pensant à un livre, ça va automatiquement être oral, au contraire. Puis sincèrement, nous, en fait, on n'a jamais transposé de livre, mais on a travaillé avec beaucoup d'auteurs, autrices, et à chaque fois, on les choisit parce qu'on pense qu'ils sont naturellement plus enclins vers l'oralité. Et à chaque fois, il faut réécrire les textes et eux-mêmes sont surprises à quel point on réécrit parce qu'ils ont l'impression que pour eux, ça va de soi. Mais c'est très... Est-ce qu'ils sont volontaires dans cette démarche-là?
Ils sont volontaires au début, mais sincèrement, à un moment donné, ils deviennent un petit peu impatients. Ah ouais, hein? Ben, parce que Scandale! Non, en fait, c'est que... Un panel. Mais c'est vraiment faire ça. le scandale. Il y a vraiment un gros travail d'adaptation pour que ça sonne bien, pour que les mots sonnent, que le rythme soit là, que les phrases soient percutantes. Évidemment, il y a tout le travail aussi des comédiens et comédiennes, mais les gens soupçonnent peu à quel point il faut écrire vraiment en pensant au balado. Puis c'est pour ça que, de la même façon qu'un bon communicateur ne va pas nécessairement être un bon animateur ou narrateur. Non, ça, panel, c'est une autre chose, mais ce que je veux dire, c'est que, il y a une mode de mettre, mon Dieu, il s'exprime tellement bien, je suis sûr qu'il serait bon au micro. Ben, pas forcément, c'est pas nécessairement la même chose. Est-ce que c'est un peu la même réalité lorsqu'on adapte une série télé en balado? On n'a pas fait ça. On n'adapte pas une série télé en balado. Par contre, ce qu'on fait beaucoup, c'est ce qu'on appelle des volets convergents. On a une émission télé jeunesse et jusqu'à tout récemment, on avait l'obligation d'avoir ce qu'on appelle un volet convergent, surtout avec le FMC, là, quand c'est financé. Et donc, dans nos options, on peut créer un jeu, on peut créer une web série, il y a plein de choses qu'on peut faire en convergent. Et depuis peu, on s'est dit, tiens, le balado est une option et on l'a fait. Toutefois, là, les règles ont... Puis le balado devient une œuvre à part, en lien avec l'univers, mettons, de la série. Donc, mais... inspiré des personnages. Totalement, okay. oui. Et puis, là, les règles ont changé. OK, donc, il n'y a plus d'obligation de volet convergent au FMC. Ce qui fait que là, en ce moment, le balado est un peu en péril comme étant un convergent. Il a perdu une porte d'entrée de financement. Exactement. Okay. Déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup. Déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup parce que c'est pas éligible au crédit d'impôt puis parce qu'il n'y a pas des programmes qui sont dédiés spécifiquement à ça en jeunesse. Donc, il va falloir réfléchir à... Mais excuse-moi, si je peux juste renchérir. Cela étant dit, par contre, ce qui était un peu malheureux de ce programme-là, duquel on a tous bénéficié, c'est que justement, en fait, l'argent allait à ceux qui faisaient des projets télé et qui faisaient des projets balado à côté. Donc, les productrices de balado qui ne font uniquement que ça n'avaient pas accès à ce financement-là. Ils étaient à la remorque de la production télé d'une certaine façon. Donc, ce qui est en train de se produire va peut-être faire bouger positivement cette réalité-là, souhaitons-le. On espère. Parce que... Mais je pense que les institutions subventionnaires le savent, là, que le balado est rendu là, on attend du financement. Fait que je pense qu'ils sont en train de réfléchir à tout ça. Puis là, hier, il est arrivé quelque chose de grand dans l'industrie. C11 a été adopté. Est-ce que ça a un impact, ça, sur le financement des balados? Est-ce qu'il y a-t-il un volet? Je ne suis pas un spécialiste de loi, mais peut-être... je me suis... Moi non plus. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais je peux faire du chemin sur ce que tu dis, c'est-à-dire que le fait d'avoir perdu cette possibilité-là, en tant que diffuseur, d'avoir perdu cette possibilité-là de faire un balado en tant que produit convergent d'une émission télé, fait que nous, on se dit, il y a une opportunité pour nous de dire, on a un sujet à aborder, on a une thématique, on a un public cible, on vise, par exemple, les tout-petits, puis on trouve que le balado est vraiment le format avec lequel on doit le faire. On va le financer à 100% à ce moment-là. C'est-à-dire que ça devient un format pour lequel qui a une valeur. Exactement. En fait, c'est qu'il y a une proposition de valeur véritable parce que ça répond à un besoin. Puis les chiffres sont là. Il y a un enfant sur 8 au Canada qui écoute chaque semaine un balado. Donc, il y a un auditoire qui est là pour ce type de contenu-là puis qui peut vous aider à répondre à votre mandat éducatif et culturel. Oui, puis il y a des sujets qu'on ne ferait pas. Puis on parlait des adolescents tantôt. Là. Le balado est formidable pour ça. C'est qu'on les rejoint plus tellement à la télé. Je pense que tout le monde est au courant de ça. Là. Ils sont plus à notre antenne. Mais nous, on a le mandat d'accompagner les enfants tout au long de leur développement, mais de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. On ne veut pas les lâcher, mais on les a plus à la télé. Donc, il y a des moyens autres, dont le balado, où là, on se dit, OK, on peut leur offrir et on les inclut dans cette production-là, surtout avec notre grande marque Mammouth. On a fait un balado Mammouth où, effectivement, il y a des discussions qui sont faites et que
à la télé aurait pas de sens de voir ce qu'on est en train d'entendre, qui crée aussi une intimité dans les confidences. C'est vrai que l'intimité, c'est quelque chose, il y a quelque chose de très, très touchant, en fait, d'être avec les jeunes qui... On a un extrait de ça, me permettez. Voulais-tu renchérir avant? Non, mais en fait, c'est drôle. Dans mes pensées, j'allais renchérir sur l'intimité. Je pense que la clé, notamment avec les publics, en tout cas d'ados et de jeunes adultes, c'est ça. Puis je pense que c'est un petit peu là où on passe à côté la télé peut pas faire ça. La télé peut pas faire ça. De nos jours, là, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont des ados, mais maintenant, la grosse mode, là, c'est qu'ils se parlent sur Instagram en audio parce que ça disparaît. C'est fantastique. Message vocal. Oui, c'est ça. Aussi, mais sincèrement, 13 beaucoup. Reasons Why, là, pour ceux qui connaissent la série, moi, je n'ai jamais compris pourquoi ils n'ont pas fait de balado avec cette série-là. Ça n'aurait même pas dû être une série télé. Il y avait un potentiel extraordinaire de faire un balado avec ça. J'ai le goût qu'on écoute l'extrait de Mammouth. Comment vous organisez votre temps pour que tout rentre puis pour que le plaisir continue d'exister dans votre vie? Michaël? Personnellement, j'organise vraiment pas mon temps. Je suis vraiment pas bonne là-dedans. Je suis vraiment pourrite que j'ai la chance d'être capable de vraiment procrastiner à la dernière minute puis toujours m'en sortir, que ça en est un problème, là. J'ai procrastiné toute ma vie dans mes travaux scolaires, dans mes engagements, et j'ai toujours réussi à les faire quand même. J'ai jamais encore frappé mon mur. J'imagine que sur mon cégep, je vais frapper un mur puis ça va plus fonctionner, cette stratégie-là. Mais de là, l'importance, parce que je réécoutais justement le balado Mammouth, il y a une importance, je crois, pour les jeunes de s'entendre, d'entendre leur père, là, P-A-I-R-S, là, et ça donne une authenticité au contenu. Puis je pense que c'est la meilleure façon d'aller les chercher. Et nous, on a fait un balado pour un organisme qui fait la réinsertion de jeunes sur le milieu du travail. Puis on a fait des balados, puis on s'est rendu compte que c'était le meilleur format pour eux parce que, justement, ils se confiaient beaucoup. C'est des jeunes qui ne se confiaient pas souvent. Puis d'ailleurs, on a Maude ici, Pétel-Légaré, qui a réalisé, justement, mais à son micro, elle est très bonne aussi, mais à son micro, il se révèle beaucoup. Je pense qu'il y a une espèce de ça leur fait du bien. Ils sont contents de le faire. Puis pourtant, c'est des balados qu'on ne met même pas sur les plateformes. C'est vraiment juste pour eux. Ils l'écoutent en groupe, mais quand on fait le dévoilement, ils invitent leurs amis, leur famille. Ils sont très fiers de ça. Puis je pense que ça leur permet aussi de garder ça, d'avoir une espèce de moment d'excellence dans leur vie où ça, ils ont fait ça, ils sont fiers de ça, ils peuvent se réécouter aussi. Je pense qu'il y a un lien avec l'image. Oui. Les jeunes en ce moment sont obsédés, ça prend toute la place, l'image, puis les filtres, tout ça. Puis j'ai l'impression que quand il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'appareil photo, là, ils sont comme dans un espace sécurisé. On a accès à qui ils sont, vraiment. Le balado est le safe space du 21e siècle. C'est intéressant. Mais je pense que c'est vrai pour les plus petits aussi. Tu sais, nous, on fait beaucoup d'ateliers en école de création de balado. Donc, à la fois, on leur fait écouter des choses, mais on leur en fait aussi créer. Donc, c'est très drôle. On leur fait travailler beaucoup on développe des compétences déjà, tu sais, informationnelles. Puis ils écrivent, puis ils s'enregistrent. C'est super outil d'évaluation de l'oral pour les profs. Beaucoup mieux que ton exposé poche, comme ça, où t'es super gêné. Mais on a travaillé de plus en plus sur le récit personnel avec les profs. Puis les enfants se livrent beaucoup. Ils écrivent tout seuls des petites anecdotes, parfois assez dures, parfois très touchantes. Mais le fait d'être seul dans une pièce avec un micro, une réalisatrice ou un réalisateur, de pas avoir de caméra, de pas avoir d'image, déjà, il y a quelque chose de très... c'est très valorisant. C'est très enveloppant, c'est très valorisant. Le fait que ce soit ensuite diffusé, envoyé aux parents, là aussi, c'est extrêmement valorisant. Sentiment d'efficacité personnelle. Ouais, complètement. Ils sentent compétents, ils sentent bons. Nous, on les fait travailler beaucoup sur l'abstraction du son aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, le son? Quand tu mets une musique joyeuse, une musique triste sur le même texte, c'est pas la même chose. Moi, souvent, je leur demande, quand je fais des ateliers, c'est quoi les bruits de l'école? Alors, c'est la chaise qui crie, etc. C'est la cour de récréation. Puis après, c'est quoi les bruits de l'amitié? Comment tu traduis l'amitié en son? La plus belle réponse que j'ai eue à ça, c'est un petit garçon qui me disait c'est le bruit de deux manteaux d'hiver qui se frottent l'un contre l'autre. Oh, ben lourd. C'est cute. Mais ce que je veux dire par là, c'est que mais que c'est un truc d'expression hyper, en tout cas qu'ils aiment beaucoup et sur lequel ils se sentent très créatifs et très compétents. Donc c'est super agréable pour eux, même pour les plus petits, je pense. Je pense que ça peut convaincre les parents aussi. On travaille avec Passepartout, on a la marque Passepartout et on a un partenariat avec l'Orchestre métropolitain pour la prochaine année. Et on travaille à l'éveil musical. Mais l'éveil musical,
oui, ça peut passer un peu par la télé, mais on s'entend que l'Orchestre métropolitain, on veut l'entendre, on veut que l'enfant soit mis en contact avec des airs, des tempos, des instruments. Puis, je travaille actuellement, c'est ça, sur un contenu audio qui va être un balado, hein, Francis? Oui, encore. Toujours Francis. Francis est partout et omniscient. Où les enfants, un peu comme tu as mentionné Pierre et Leloup, là, c'était notre inspiration d'avoir des contes orchestrés, c'est-à-dire... Oui, audio, je pense même, avait fait Pierre et Leloup avec l'ensemble Pentaèdre il y a 2 ans. Ben, pas je pense, j'ai fait la narration. Ça fait longtemps, il y a 2 ans. Je me suis dissocié de moi-même. Oui, ils ont fait ça. Ben oui, j'étais là. Fait que... mais c'était un super projet. Puis eux, ce qu'ils ont fait, là, pour partager un petit peu, là, c'est que justement, ils ont fait l'enregistrement de l'ensemble Pentaèdre, le quintet à cordes. Il y a eu la narration qui a été faite, mais ils ont demandé à des enfants de dessiner ce que la musique éveillait comme image pour eux. Donc, ils avaient les deux. Ils avaient le conte sous forme audio, mais ils avaient aussi une version pour YouTube. Puis on sait que les enfants, j'ai des données là-dessus, 35% des enfants YouTube Music, et tu sais, comme c'est fou à quel point ils écoutent la musique sur YouTube. Puis bref, ils peuvent faire jouer ça, mais en même temps voir des dessins d'enfants, des photos d'enfants qui représentent. C'est vraiment très... Mais les enfants ont dévoilé sur notre plateforme Squat, c'est une communauté de jeunes de 6 à 12 ans sur lequel on a également déposé nos balados jeunesse pour leur groupe d'âge. On dit que souvent, quand ils écoutent un balado, ils dessinent. Mm-hmm. Puis, justement, demain, il y a une activation terrain ici. Mais quel adon! Quel adon! Mais quel adon! Avec notre balado Lotus et Cali en collaboration avec la Fab à dessin, où on va faire écouter un extrait du balado aux enfants. Et il y a un illustrateur qui est sur place et qui va inciter les enfants à s'imaginer je pense que c'est la créature des mers, l'extrait que choisit Élodie, qui connaît, avec qui on a produit ça. Les enfants vont être appelés à justement s'imaginer la créature que les personnages sont en train d'affronter. Donc, il y a vraiment un potentiel de créativité et d'activation, en fait. Et d'engagement de l'enfant suite à l'écoute ou en écoutant, oui. Ben, c'est pas uniquement passif. Non, pas du tout. Puis non seulement ça leur permet de développer leur imagination parce qu'effectivement, c'est de moins en moins demandé, commandé à cause de l'omniprésence du visuel. Mais on a fait un autre projet avec Télé-Québec qui s'appelle « Ça me raconte ». Puis l'idée, c'était aussi de leur donner des outils audio dans leur vie de tous les jours. Donc, à l'inverse, on peut stimuler les enfants pour qu'ils développent leurs propres images, mais on peut aussi leur donner des outils pour la suite. Donc, Ça me raconte, qui est un balado, en fait, pour les aider. Puis c'était une commande vraiment chouette de Télé-Québec, là. C'est aider les enfants dans leur routine du quotidien. Puis, on l'a fait avec Stéphanie Lapointe, qui est vraiment une génie créatrice pour les enfants. Puis, elle est arrivée avec cette idée de dire, oui, on va faire des histoires dans lesquelles il va y avoir des aventures extraordinaires. Tu sais, c'est des affaires un peu plates, genre, tu sais, habille-toi chaque jour. On aurait pu faire prends ton bain, fais ta sieste. Mais là, l'idée, c'était que ça devenait une aventure extraordinaire. Puis, elle nous disait, mais non, mais ça prend quelque chose à la fin pour que les enfants, ensuite, à chaque fois qu'ils vont faire cette tâche-là, vont pouvoir avoir quelque chose qui leur reste. Et elle est arrivée avec cette idée de faire des comptines. Donc, une comptine par épisode à la fin pour que les enfants l'apprennent par cœur, la rejouent, puis que là, à chaque fois que « Ah oui, je prends mon bain, tiens, je vais faire la comptine. » Et là, tout d'un coup, tu sais, ça devient le fun. Là, mais Élodie, moi, ça me donne le goût de la prendre, la comptine. On en a une. J'ai comme en dedans de moi, ça se triture, ça fait je veux faire une comptine, puis en plus, on a un extrait. Mais là, c'est la comptine de l'auto, parce que, tu sais, il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas prendre l'auto. Mais là, je vous avertis, si on la fait jouer, tout le monde la chante. OK? Ça va? Tout le monde est d'accord avec ça? Ouais. Compris. 3, 2, 1, c'est parti! Ils ont du fun. Ben oui. Puis là, à partir de quand on répète en même temps? Elle va chanter 2 fois, vous allez voir. OK. Quand je monte dans la voiture, chaque fois c'est une aventure. J'inventais des
tas d'histoires. Ma tête est remplie de trésors. Vroom, vroom, ouvre la fenêtre, que le vent caresse ma tête. Vroom, vroom, attache-toi, on s'en va là-bas. Ça va tôt. Quand je monte dans la voiture, chaque fois c'est une aventure. J'invente des tas d'histoires. Ma tête est remplie de Facile, le trésors. refrain, là. Vroom, Assieds-toi, Ça change un peu. la voiture t'emmènera. Vroom, vroom, tiens-toi bien, on ira très loin. très loin. Ben oui, on s'applaudit. Et on rappelle que le Festival de la radio numérique est parrainé par une microbrasserie. Alors... non, mais sérieusement, c'est vrai, c'est très beau ce qu'on peut arriver à faire avec la balado. Puis c'est peut-être une bonne affaire, en fait, de ce qui est en train de... Je dis ça, puis on n'est jamais content de voir disparaître des sources de financement dans l'industrie, là. Mais c'est peut-être une bonne affaire de dire, bon, mais là, maintenant, ça a été une phase de test, voir de quelle façon les enfants peuvent embarquer dans cet univers-là. Maintenant, comment on crée de la valeur avec ça. Ça va se transformer, puis ça doit se transformer parce que à un moment donné, on a envie que ça explose puis que ça prenne de l'expansion. Absolument. Puis j'ai des chiffres, OK? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de données d'écoute au Québec à l'heure actuelle sur les balados. C'est un enjeu. Il y a quand même une étude qui a été publiée en août 2022. Je suis arrivé avec ça dans mon sac un matin, qui a été fait par l'Observatoire Technologie Média Junior. Je vous lance des données, puis là, vous réagissez comme ça, spontanément. OK? On joue. Bon, là, on l'a dit, un enfant canadien sur 8 écoute des balados, un enfant sur 12 au Québec. Les enfants qui écoutent des balados écoutent aussi d'autres formes de contenu audio. Les auditeurs de balado sont dans une proportion de 50% plus portés à écouter la radio ou des services de musique en continu que ceux qui n'écoutent pas de balado. Donc, on a donc un terrain fertile. C'est pas étonnant pour vous autres, ça. Non, c'est une habitude. C'est une habitude. Je pense une habitude familiale, probablement, d'ailleurs. Les enfants qui écoutent des balados ont tendance à le faire souvent. 68% des enfants qui écoute des balados le font au moins une fois par semaine. Et souvent le même, probablement. Et souvent pendant le quelques même, semaines. exactement. En boucle. Un enfant canadien sur 8, bon, on le dit. D'autres données intéressantes. Le nombre d'enfants qui écoutent des balados est demeuré stable au fil du temps. Donc, depuis 2019 que ces données-là sont... Oui, ça me surprend. Ouais, parce que moi, je contredis ça. Moi aussi, je suis pas d'accord. Bon, ben on va... Non, mais sincèrement, c'est parce que je dis ça parce qu'il y a une étude qui est sortie de... Aidez-moi, quelqu'un dans la salle. Canadian Podcast Listeners. Pardon? Merci, Lindsay. Canadian Podcast Listeners. Exactement, 2022. Donc, assez récent, qui disait que en fait, non seulement l'écoute est en expansion, mais particulièrement chez les Canadiens français. C'est comme ça qu'ils Ceci dit, je me demande si... Mais là, on cible les enfants. Ouais. Là. Oui, mais normalement, ça va de pair. Je comprends. Surtout les jeunes enfants qui sont embarqués par leurs parents. Mais est-ce que c'est des données d'écoute, en nombre de statistiques d'écoute? Parce que je pense que les enfants écoutent souvent en groupe, soit en classe, soit en groupe familial, soit... Ça fait que, mettons qu'on peut multiplier ça par 30, En fait, genre. ce que ça dit, c'est tout. Mais ça dit, on va vous lire l'étude de Don't Show the Messenger. Ça dit, on a pu observer une baisse de l'écoute parce que ça dit, tout comme l'écoute des services de musique en continu, les balados ont un auditoire fidèle. On a pu observer une baisse de l'écoute de radio à AM/FM, probablement attribuable au fait que les enfants ne se déplaçaient pas dans la voiture familiale. Ça, c'est oui, mais là, on parle de intéressant. radio, c'est ça. Ça ne me surprend durant pas que ça soit en baisse. N'empêche qu'il y a quelque chose. J'assistais à une conférence pendant la pandémie, puis il y avait un consultant qui disait « Tell me where you sit and I'll tell you what content you listen to. » Dis-moi où tu es assis et je vais te dire quel genre de contenu. Ça peut peut-être servir de bougie d'allumage pour réfléchir à quels sont les meilleurs moments dans le parcours d'un enfant ou dans la journée d'un enfant pour dire il y a une prédisposition à écouter un balado. Peut-être même qu'on peut réfléchir. Là, je brainstorm avec vous autres, là, puis je vous invite à... Non, mais on s'intéresse à ces données-là parce qu'on en a fait l'analyse de la routine de l'enfant, surtout pour la télévision, mais on peut comparer, on peut faire Absolument. les comparables en balado. On connaît les moments dans la journée où l'enfant est disponible pour l'écoute. Puis c'est comme ça, entre autres, qu'on construit nos grilles de diffusion parce qu'on ne mettrait pas une émission 1 heure où on sait que les enfants ne sont pas
ne sont pas disponibles pour l'écoute. C'est la même chose pour le balado. Puis est-ce que la balado aurait une valeur ajoutée chez certaines clientèles? Je pense, par exemple, les enfants non-voyants, par exemple. Est-ce qu'il y a des projets spéciaux qui pourraient être faits avec Absolument. Nous, on travaille beaucoup depuis plusieurs mois maintenant sur les publics en francisation, les apprenants du français. Oui. Donc, on travaille en atelier pour développer des ateliers de création avec ces publics-là. Et on essaie de trouver du financement. On est déjà en discussion avec Télé-Québec en classe là-dessus aussi, pour développer des contenus qu'on appelle high-low quand on travaille en francisation, c'est-à-dire des contenus qui sont pensés pour des publics ados, c'est-à-dire en termes de type de contenu, de sujet, de thématique, mais low dans le sens du vocabulaire, du débit, de la durée. Parce que souvent, ce qui est offert au public en francisation aujourd'hui ou apprenant du français, c'est des contenus qui sont, en termes de vocabulaire, adaptés à leur niveau de compréhension du français, mais c'est poche. Ouais, je comprends. Tu vois? Ouais. Et que pour un 12 ans. Donc là, l'idée, c'est... Là où le vocabulaire serait plus simple C'est et ça, facile c'est et comme... digeste pour eux, le contexte est plate. C'est même quasiment un peu humiliant, on me prend pour un je bébé. Comprends. Donc, Je me rappelle dans mon cours d'espagnol, ils nous montraient des films de princesses de Disney. Ouais, ça marche. J'étais en secondaire 3. Mais pour ces publics-là, on sait, parce qu'on travaille avec des chercheurs qui nous disent ça, que c'est extrêmement intéressant pour développer l'oralité et le français parlé du quotidien, quoi. Ça, c'est super intéressant pour ces publics, en tout cas. Mais je reviens aux ados. Ce qui est difficile, je trouve, avec les ados, c'est que naturellement, ils devraient être le public prédestiné pour le balado parce qu'ils passent beaucoup de temps justement avec leurs écouteurs en déplacement. Et pourtant, ils les écoutent très peu. Ils vont préférer écouter de la musique. Puis sincèrement, je me rapporte à leur âge. Puis c'est vrai que c'est une période de la vie où la musique prend toute la place. C'est un facteur d'identification très fort. Fait que souvent, ce qu'on voit, c'est que ça raccroche, ou en tout cas, ça démarre l'étude de balado plus vers jeunes adultes, là, qu'en début vingtaine. Donc, avant ça, il y a comme une espèce de gap plus difficile à accrocher. Il y avait une slide sur les ados, je la cherche pour bonifier. C'est la même chose à la télé. Il y a un gap où on ne les a pas. J'ai l'impression, toutefois, puis c'est une impression très personnelle, que le livre audio est une belle façon pour les ados parce que bon, j'ai une adolescente un peu qui n'aime pas lire, mais dont le livre audio est un outil formidable parce que pas besoin de lire, tu sais. Elle écoute. Elle peut se plonger dans l'univers de l'histoire. Oui, puis il y a une question d'attention là aussi liée à ça. Fait que peut-être que le livre audio est une façon d'accrocher les ados, mais bon, c'est pas... Puis la donnée est intéressante sur les ados. Ça dit les adolescents écoutent davantage de balado. Une proportion de 17% des adolescents écoutent du contenu balado diffusé, comparativement au Québec à ce fameux 7% chez les 2 à 6 ans. Il est possible que les enfants découvrent les balados dans le cadre de leur programme scolaire au fur et à mesure qu'ils grandissent, mais ils commencent peut-être aussi à en écouter d'eux-mêmes par intérêt. Donc, finalement, grâce au balado jeunesse, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir et on active, on prépare le terrain pour toutes les autres formes de balado qui vont un jour se retrouver au Festival de la radio numérique. C'est une façon peut-être un peu malhabile d'essayer de boucler la boucle. C'est ça que j'essaie de faire, sachez-le. On l'avait presque pas remarqué. Non, mais en fait, ce que je vois, c'est que c'est un peu comme en télé-jeunesse. En passant, il y a 3 jours, le même OTM disait que Télé-Québec était connu et reçu par un enfant sur 2 au Québec. C'est sorti il y a 3 jours. Donc, c'est une excellente plateforme pour faire découvrir aussi le médium. Oui, puis c'est une belle responsabilité qu'on a puis qu'on va continuer de faire, de se dire, OK, on a ces enfants-là à l'écoute. Tu vois, moi, j'ai la statistique de Passepartout. 3 enfants sur 4 écoutent Passepartout. Wow. Mais ils vieillissent. Cette génération-là vieillit, puis là, ben, on veut continuer à être là pour eux. Puis on parlait de francisation, c'est dans notre collimateur aussi, pas nécessairement de franciser, mais de développement langagier. La pandémie, selon une étude, a fait chez les tout-petits, il y a eu un retard de développement du langage ces années-là. Fait qu'on est là sur leur chemin pour les aider dans leurs défis. Donc, que ce soit en produisant des contenus, en faisant de la médiation culturelle, en diffusant des contenus, on est là pour eux. Puis c'est d'abord pour ça qu'on fait de la balado jeunesse, je pense. Merci beaucoup, Julie. Merci Élodie. Merci Prune. Merci
Oui, est-ce qu'on a des questions? Oui, c'est ça. Il y a une période de questions. Exactement. Mais justement, je te regarde, je dis, mon Dieu, il y a des gens qui ont des questions. Je voulais pas t'interrompre. Mais non, tu maîtrises tellement bien les codes du panel, Daniel. Je capote. Alors, on va prendre des questions du public. Moi, je lancerai le bal pour vous laisser le temps d'y réfléchir, gens du public, et je peux me promener avec le micro, mais je voulais savoir, on a parlé beaucoup de Télé-Québec notamment et de l'implication dans le contenu jeunesse. Il y a un appel qui a été lancé avec le Conseil des arts et des lettres du Québec pour du contenu en fiction. On a un panel dans le cadre du festival qui s'intéresse à la fiction au Canada et en France. Est-ce que les jeunes publics sont des bonnes cibles, disons, pour le contenu en fiction? Parce qu'on s'entend qu'on a, pour le contenu adulte et grand public, des fois de la difficulté à rejoindre ces publics-là avec la fiction. On est partenaire avec le Calque, justement, pour cette fameuse bourse, dont je ne sais pas si je peux dévoiler le nom du boursier. Je suis comme un peu... mais c'est une fiction. C'est une fiction qui a été il y a eu un appel à projet. Il y a une fiction qui sera développée et produite. Alors oui, effectivement. Puis en fait, ce que ça permet également de donner l'opportunité à des créateurs de s'intéresser au balado jeunesse et de pouvoir en faire sans sortir nécessairement des sous du fond de leur REER et vendre leur maison. Bon, le REER est une excellente façon de financer le balado. On en brainstormait. On n'avait pas parlé de ça, c'est tellement vrai. Mais je dirais peut-être par rapport à la fiction, peut-être comparativement aux adultes, les enfants d'abord sont très habitués à ce qu'on leur raconte des histoires, donc la fiction fait partie de leur quotidien. Et parfois, moi j'adore le documentaire aussi, mais parfois c'est une manière un peu plus douce de faire passer des messages, des apprentissages, sans avoir le sentiment que maintenant on va faire un cours un peu didactique. Sans être dans la morale non plus, c'est plus d'avoir quelque chose de plus immersif, je dirais, pour apprendre des choses. Mais le balado peut être totalement ludique aussi et divertissant. Que du divertissement, exactement, ouais, tout à fait. Parce que, non, mais tu sais, on a mentionné l'outil pédagogique, le balado comme outil pédagogique, là, mais ça peut être du divertissement, mais ça sera jamais des calories vides. Il y aura toujours une intention derrière, parce que on a une responsabilité quand on parle à des enfants d'avoir au moins, je crois, ce mandat-là de dire, on leur parle, au moins on va leur dire des choses qui vont compter. Qui compte, mais s'émerveiller, cultiver le merveilleux, ça a une immense valeur humaine, éducative et insérer ici tous les autres attributs. Parfois, on veut donc que ce soit éducatif, mais au final, s'émerveiller puis vivre une fiction, vivre des émotions puis se plonger dans un univers, ça a une valeur immense pour un enfant, t'sais. Totalement. J'allais renchérir. Je suis désolée. Oui, puis en fait, on parle au public de demain. On est en train de parler à des enfants qui vont continuer à consommer des contenus. Ben oui, puis tu sais, on parlait d'imagination. La fiction, pour moi, en balado, pour les jeunes, c'est exactement ça. C'est développer leur imaginaire, puis justement faire en sorte qu'on leur donne un break des écrans, puis on leur permet aussi encore d'avoir cette espèce de poussée d'initiatives créatrices que malheureusement, parfois, le visuel, ou en tout cas tous ces écrans peuvent amoindrir. Fait que je pense qu'au contraire, il faut nourrir ça. Puis tu as raison, c'est vrai que les enfants, la fiction, eux autres, ils embarquent là-dedans, à moins vraiment que ça soit mal fait, mais je veux dire, sinon, ils sont prédisposés à ça, ils aiment ça, ils veulent se perdre dans des mondes. Fait que c'est facile de les amener avec nous. Il y a Karine Dubois de Picbois Productions qui a une question. Oh, vraiment? J'aimais ça. On dirait que je me sens privilégiée. Monsieur le Président, moi, je voulais savoir si vous avez des coups de cœur ou des inspirations, peut-être à l'international de balado pour adolescents, puisque ça semble être la chose la plus compliquée, ou des trucs coups de cœur que vous avez aimés. Moi, je sais exactement ce que je veux dire. Moi, je pense que je sais ce que tu vas dire. Ouais, tu penses? Non, nous, on aime beaucoup la CSR, qui est un collectif belge qui travaille notamment avec un autre collectif qui s'appelle le collectif Wow. Et ensemble, les créateurs de ce collectif ont créé les Beaux Jeunes Monstres. Beaux Jeunes Monstres, c'est une fiction pour ados qui a été créée avec des jeunes en situation de handicap cérébral très avancé, et qui est une fiction, une docu-fiction en fait, qui raconte la petite voix intérieure de l'un de ces jeunes-là, qui est très en colère d'être déconsidéré par les gens qui l'entourent, et qui décide de monter une révolution à l'intérieur de l'hôpital dans lequel il vit avec ses camarades. Et c'est extrêmement fort, c'est drôle, c'est
Ça prend pas les enfants pour des idiots. C'est fantastique. La réalisation sonore est magique. Je pense que je l'ai écouté 25 fois. Fait que Les Beaux Jeunes Monstres, ouais, vraiment. Si j'ai un coup de cœur, c'est celui-ci. Je seconde parce que ça fait quoi, 4 ans que ça a été fait? Puis encore maintenant, moi, je pense que c'est le premier balado que je mentionne. Oui, il y en a un que j'ai trouvé intéressant dans la longévité, c'est Six Minutes, il me semble. Je ne sais pas qui l'a fait, mais c'est une histoire de fiction, 6 minutes par épisode. Puis, il y a, je pense, une centaine, peut-être que j'exagère, mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup d'épisodes. C'est intéressant parce que, tu sais, il faut que tu en aies du jus, là. Puis en fait, ça commence, c'est une famille qui sont sur un bateau de croisière et la mère voit un corps dans l'eau, il le repêche, c'est un enfant. Il se rappelle plus de rien, il n'y a aucune marque, rien, ils ne savent pas c'est qui ses parents, d'où il vient, etc. Donc, il le recueille parce qu'il n'y a jamais personne en plus qui le réclame. Puis là, de fil en aiguille, ils vont découvrir c'est qui. Puis là, ça va de rebondissement en rebondissement. Mais sincèrement, c'est bien fait. Puis j'avais rarement entendu une fiction durer aussi longtemps et aussi bien écrite. Fait que c'est efficace. Pour les ados? Pour les ados, oui. Je la connaissais pas, celle-là. Non, je sais, c'est peu connu. Ouais. Je ne sais même pas comment je l'ai découverte, mais 6 minutes. Vous serez voir ça. Daniel, je te fais une présentation moins officielle, mais Véronique de la Cogency aura une question. Merci, je comprends le feeling, Karine. Mais merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié tout ce que vous nous avez raconté. Puis effectivement, c'est très inspirant. Mais il y a une chose sur laquelle j'ai collé, là, ce que vous nous avez raconté, c'est la capacité des jeunes à se confier. Et moi, ça, à travers mon âge un peu, hein, mais dans les années 80-90, en radio, il y avait des lignes ouvertes de 16h à 22h qui étaient ouvertes pour les adolescents. Et là, c'était la folie totale. Et je veux dire, les Virgin Radio, Énergie Radio se battaient pour avoir les animateurs les plus hot pour cette génération-là. Et c'était la folie totale entre la musique, les questions, puis des questions intimes, etc. Puis, depuis ce matin, vous nous parlez beaucoup de l'audiovisuel, mais surtout du visuel. Puis j'aimerais savoir si vous imaginez qu'il puisse y avoir des relations avec les radios. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas jusqu'à quel point les radios rencontrent le public adolescent. Mais par contre, le fait que la balado puisse permettre cette créativité-là, est-ce qu'il y aurait à imaginer des relations avec le monde de la radio, qui est un monde qui perdure super bien? Je dirais, ils performent très bien dans le milieu numérique, alors qu'on pensait qu'ils allaient mourir. Puis en fait, non. Je dirais, ils ont un taux d'engagement qui est très élevé. Et est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire avec vous, avec votre univers à vous? Oui, à fond. Grave. Mais plus pour prolonger un peu plus la réponse quand même. Nous, on veut absolument travailler avec tout le système des web radios qui est très implanté aux États-Unis. On était très contents. On est parti une semaine en Louisiane pour développer des ateliers de création radio francophone là-bas. Donc on va continuer à travailler avec eux sur le principe des web radios. Puis aux États-Unis, en immersion francophone et autres, ils ont ce système-là aussi de la radio étudiante, de la télé étudiante qui tous les matins fait des annonces du jour. Donc, il y a vraiment une espèce de culture aussi, cette intégration-là dans le système pédagogique. Donc ça, nous, on veut absolument continuer à le faire. Et par ailleurs, on travaille beaucoup en atelier sur la création radio avec les jeunes, où on les forme notamment avec des animateurs spécialisés sur c'est quoi les différents codes de la radio, la pub, la nouvelle, le journal d'information, la météo. Comment est-ce que tu reconnais ça dans une dynamique radio? Donc on leur fait faire des fausses pubs, on leur fait faire des fausses nouvelles. On a tout un atelier sur les mythes et les légendes. En Louisiane, ils ont inventé des fausses pubs sur Vampinder, le Tinder des vampires. Enfin bref, c'était hyper drôle. Et donc le code de la radio nous intéresse beaucoup. Et l'idée, c'est maintenant comment on fait le pas d'après, c'est-à-dire comment est-ce qu'on développe dans la francophonie canadienne et ailleurs en francophonie, des systèmes de web radio, parce que je pense que les profs sont intéressés. C'est une super belle manière de développer des apprentissages et d'avoir du fun, parce que, du coup, ce que vous disiez tantôt, il y a aussi le fun qui est important. Mais oui, absolument. Et puis, est-ce que les radios seraient intéressées à diffuser nos contenus? Nous, on serait très ouverts à ça. Les radios communautaires dans la francophonie canadienne, Nord-Québec, est très développée. Puis ils sont dynamiques. C'est souvent un joueur central dans le culturel, ou du moins l'appartenance à la langue française et tout ça. Donc, effectivement, ça pourrait être une piste intéressante. Oui, puis mine de rien, dans ces communautés-là aussi, c'est eux qui ont des studios aussi. C'est une manière de collaborer, de créer des choses. Exact. Ouais. Mais... Avec le secrétariat aux affaires intergouvernementales. Moi, je suis juste un petit peu moins... Je suis un petit peu moins optimiste dans la mesure où
c'est pas un médium, par contre, que en tout cas, surtout les adolescents connaissent ou même utilisent. Tu sais, ils vont l'écouter avec leurs parents parce que les parents ouvrent la radio, la laissent ouverte. Mais je veux dire, moi, jamais mes enfants ont le réflexe de dire « Ah, tiens donc, je vais allumer la radio ici. » Véronique. Ma question était dans l'inverse, c'est-à-dire justement comme les radios ne sont pas là et que malgré tout, elles ont certainement une quête de nouveaux publics, je dirais, puis que c'est un public très particulier qui est souvent très fidèle après à partir de l'engagement. Ouais. Et peut-être que la balado a une place à prendre. Oui, mais le problème, c'est que là, il faut que tu fasses découvrir et la balado et la radio. Alors, ça fait 2 médiums qui ne sont pas naturellement enclins à écouter. Fait que c'est beaucoup de travail et de démarche. J'aurais tendance à essayer. La meilleure stratégie en ce moment, c'est plus d'aller rejoindre les jeunes là où ils sont plutôt que de les amener ailleurs. On est plus dans ce sens-là. Les radios commerciales ne sont pas écoutées par les adolescents. Moi, je pense que ça serait difficile, puis ça serait pas nécessairement la bonne stratégie. Il faut aller là où ils sont. En fait, il faut savoir c'est quoi la radio d'aujourd'hui pour les jeunes. C'est ça le problème, c'est que nous, à l'époque, la radio était encore très écoutée, c'est un médium facile. Qu'est-ce qui représente ça pour eux aujourd'hui? Je pense que c'est beaucoup plus YouTube, TikTok, même les plateformes d'écoute musicale, à la limite, seraient peut-être une meilleure place, justement, pour avoir cet espace. Twitch, exact. C'est plus là qu'on... Oui, j'allais dire. On est là. Plein d'affaires qu'on connaît pas. Mais c'est là où il y a de l'extraction possible. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de minage qui pourrait être fait plus à la verticale sur des médiums qui sont déjà dans le public, mais d'être capable d'y amener cette dimension à la balado qui est une écriture réelle, quoi. Donc, et de pouvoir amener cet aspect audio à la travers des médiums dans lesquels ils sont déjà, mais avec une écriture un petit peu parallèle, parce que je pense que c'est sûr que les réseaux sociaux les exposent énormément, puis qu'il y a toute une compétition par rapport à eux-mêmes, par rapport aux autres, pour toujours avoir la meilleure vie que le voisin, mais même si on sait que c'est faux. Mais par contre, l'aspect je partage, j'exprime ce que je vis, etc. Je pense que cet espace-là n'existe pas beaucoup. Mais moi, je le ferais exister, mais pour l'inverse. C'est-à-dire pour faire entendre les jeunes aux plus vieilles générations. Ça, je trouve que ça manque aussi à la radio. On a peu cet espace-là, peu cette représentation-là. Oui, puis je trouve que c'est un super espace pour faire ça. On a peut-être un dernier commentaire, dernière question de Maude Pétel-Légaré, qui est détentrice de l'Ordre des balados de Gatineau, réalisatrice émérite. Wow, merci. Moi, ma question, ce serait plus sur l'outil pédagogique, parce qu'on sait que vous formez la relève. Moi, j'ai été vraiment choquée quand je suis allée dans une école secondaire faire un balado avec Élodie, parce qu'une des intervenantes m'a dit que la plupart pas la plupart, mais il y avait beaucoup de jeunes qui consommaient des balados de Andrew Tate. Il y a beaucoup... Fait à quel point vous, qui formez la jeunesse, vous le voyez dans l'éducation, les outils pédagogiques et comment parce que c'est ça qui est difficile, c'est comment savoir toute la désinformation. vous, à quel point en tant que... C'est une grosse question, là, je sais, mais est-ce que vous êtes sensible à cette question-là, puis comment vous faites pour leur faire écouter des bonnes choses, disons des choses plus éthiques, puis leur faire endurcir l'esprit critique, voilà. Nous, on travaille beaucoup l'esprit critique avec les jeunes, autant par des fictions télé que par nos contenus sur le web. Et même avec Télé-Québec en classe, c'est certain que rendu là, au secondaire, là, on leur parle plus. Là, on n'a pas le contact direct avec les jeunes, avec les adolescents. Alors, ce qu'on peut faire, ce sur quoi on a un pouvoir, c'est d'essayer de les éduquer à une certaine citoyenneté numérique et de jugement. On le fait à travers nos différents produits et contenus qu'on leur offre. Mais notre bras est pas assez long, on les rejoint pas jusque-là. Puis, en fait, il y a des chercheurs à l'Université de Sherbrooke qui ont travaillé là-dessus, sur la radicalisation en ligne, la désinformation. Ils s'appellent Marie-Ève Carignan et David Morin, qui ont fait un super bouquin qui s'appelle « Mon frère est complotiste », sur comment désamorcer ce genre de choses-là. Et dans leurs études, ils constatent que les jeunes ne sont pas les moins bien informés. En vrai, la catégorie de population qui est la moins bien informée, c'est vraiment plus
très jeunes adultes, en fait, c'est le moment où on les perd, c'est-à-dire où les médias les rejoignent plus du tout. Mais généralement, les ados, les pré-ados et les plus petits sont plutôt assez bien informés. Par contre, la difficulté dans leur recherche, en fait, que je trouvais particulièrement intéressante, c'est que, bien sûr que tu veux leur transmettre des bons contenus, entre guillemets, des contenus féministes, des contenus qui luttent contre le racisme, des contenus qui font état de la diversité de genre, la diversité sexuelle. Évidemment que tu veux ça, sauf que faut le faire avec attention, parce que tu veux pas non plus polariser les parents. Pendant la pandémie, les enseignants on s'est rendu compte que beaucoup de parents enlevaient les enfants de l'école parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les positions de l'enseignant sur la vaccination, par exemple, sur autre chose. Donc, tu es toujours dans une espèce de pas chasser un peu avec les parents, la communauté pédagogique. Beaucoup de profs hésitent à aller sur cet terrain-là maintenant parce que c'est miné, c'est extrêmement complexe. Moi, je partage mon temps entre la puce à l'oreille et un média pour enfants qui s'appelle Les As de l'Info, où tous les jours on publie des nouvelles. Ouais. Tous les jours on publie des nouvelles pour les enfants. Et en fait, notre croyance à nous, c'est de dire on va être le plus neutre possible. On n'émet pas d'opinion, par contre on les informe sur tout. Et on leur permet de commenter et d'échanger parce que c'est pas des futurs citoyens, c'est des jeunes citoyens. Ils sont déjà citoyens. Et je pense que c'est en les exposant à ça et en disant fais ta propre opinion, mais on préférait que ce soit la nôtre quand même. mais fais ta propre opinion, je pense que c'est ça la clé. Sans polariser les parents, c'est ça la difficulté. Mais si je peux me permettre, moi je vais répondre d'un point de vue tout à fait personnel parce que je pense pas nécessairement que le balado, en tout cas, est encore rendu là, éventuellement, oui. Mais pour avoir 2 ados, un jeune adulte puis un ado garçon, eux n'écoutent pas Andrew Tate, du moins c'est ce qu'ils me disent, mais je sais que dans leur cercle, il y en a qui l'écoutent. Puis pour en avoir souvent parlé avec eux, en fait, ce que je constate beaucoup, moi, dans ce très petit groupe-là, c'est qu'il y a un manque de modèles masculins criants. Et souvent, notre réflexe, je dis nous, en tant que parents adultes, c'est de dire « Ah, je vais te faire écouter des contenus féministes! » Là, j'ai l'impression qu'on fait exactement le contraire. Je dis pas qu'il faut un autre masculinisme, mais ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose, tu sais, Andrew Tate remplit un vide. Tu sais, Andrew Tate en tant que tel n'est pas tant le problème que le vide qui comble. C'est quoi ce vide-là? Il faut qu'on le comprenne, puis il faut qu'on le comble justement par quelque chose qui va quand même venir leur parler. Fait que, je pense que le balado pourrait être une réponse à ça, mais il va falloir beaucoup plus que le balado parce que c'est quand même un raz-de-marée assez incroyable. Fait que s'il y a des sociologues dans la salle, moi, j'attends le livre. En tout cas, la balado nourrit des réflexions fort intéressantes, puis ça confirme qu'il faut continuer d'en faire, puis continuer de s'y intéresser. Julie Derome, chef de contenu chez Télé-Québec, merci beaucoup. Merci à toi. Oui, on va l'applaudir. Ben oui. Élodie Gagnon, productrice, cofondatrice, productrice exécutive. Présidente chez Récréation. Merci beaucoup. Et Brune Leutier, cofondatrice de La Puce à l'oreille. Merci beaucoup. Cet épisode a été enregistré, monté et mixé par Simon Covy-Serrois. Je tiens à remercier nos commanditaires et partenaires qui ont rendu possible cette 7e édition du Festival La Radio Numérique. Amazon Music, la Ville de Gatineau, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec, l'Ambassade de France au Canada, Culture Outaouais, Radio-Canada Audio, Télé-Québec, la microbrasserie Le 5e Baron et l'Ambassade culturelle. Je vous donne rendez-vous en avril 2024 pour notre 8e Festival La Radio Numérique.